messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le budget programme et l'efficacité des dépenses publiques, que faut-il en retenir? Quelles sont les innovations? Les élèves fonctionnaires de l'ENA veulent en savoir davantage. Ils ont été instruits sur le sujet par le ministre Moussa Sanogo. Il appelle chacun à être des modèles en matière de gestion des dépenses publiques. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier a entamé la phase d'indemnisation des personnes impactées par la construction de l'autoroute Grand Bassam à Sini. Les propriétaires des maisons démolies ont reçu leur chèque. Ils ont reçu au total environ 150 millions de francs CFA. Le dédommagement se poursuit. Nous aurons un dossier culturel dans ce 20h consacré à la semaine africaine à l'UNESCO. À la maison de l'UNESCO à Paris, l'Afrique était à l'honneur, sa richesse culturelle aussi. Les États africains ont été invités à promouvoir davantage cette art africaine et surtout à créer des opportunités d'emploi en misant sur les industries culturelles. Les Sierra-Léonais sont dans l'attente des résultats des élections législatives, municipales et présidentielles tenues hier samedi. Le président sortant, Julius Maada Bio, brille un second mandat face à Samura Kamara du parti d'opposition, Congrès de tout le peuple. Et soyez les bienvenus sur RTI 1. Le budget programme et l'efficacité des dépenses publiques. Cette question intéresse les élèves fonctionnaires de l'École nationale d'administration qui veulent en savoir davantage. Ils ont donc été instruits sur le sujet par le ministre Moussa Sanogo. Il appelle chacun d'eux à être des modèles en matière de gestion des dépenses publiques. L'enseignant Bakayoko. Aux élèves fonctionnaires de l'École nationale d'administration, le ministre Moussa Sanogo a expliqué que le budget programme est un mode de gestion qui instaure la redevabilité comme principe de base en matière de finances publiques. Ce système repose sur la fixation d'objectifs assortis d'indicateurs de réalisation pour tous les programmes définis dans les budgets des ministères et institutions. L'idée ici, c'est de faire en sorte donc déjà, en étant étudiant, qu'on ait une bonne idée de ce qui se passe dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours d'une administration, et surtout aussi faire passer des messages forts sur la qualité d'agents de l'État que nous souhaiterions avoir au sortir de ces écoles, parce que ce sont ceux-là, demain, qui vont donc tenir le pays. Face aux questionnements relatifs à la cherté de la vie, Moussa Sanogo assure que l'inflation a été contenue à un niveau raisonnable grâce aux mesures de soutien à l'économie prises par le gouvernement. Néanmoins, cette inflation pourrait être davantage ramenée à la baisse si la Côte d'Ivoire travaille à améliorer ses capacités de production et surtout à réduire le taux d'importation de certaines denrées alimentaires comme le riz. Ce taux d'importation s'élève actuellement à 20%. Le budget programme induit donc des innovations dont la principale est la déconcentration du pouvoir d'ordonnancement des dépenses et la mise en œuvre d'outils importants comme le système intégré de gestion des opérations budgétaires de l'État, SIGOBE, qui enregistre plus de 1000 connexions à ce jour. Voilà, et nous partons maintenant pour les États-Unis d'Amérique où vient de se tenir la première édition de la journée de l'entrepreneuriat de la diaspora ivoirienne. C'est une initiative de l'ambassade de Côte d'Ivoire dans ce pays et leurs objectifs sont clairement définis. Créer un cadre de discussion et de partage d'expériences sur la création et la gestion d'une entreprise, l'accès à la propriété immobilière et foncière en Côte d'Ivoire et aux États-Unis. Michel Digri. Ils sont plus de 50 000 Ivoiriens résidant aux États-Unis d'Amérique et qui exercent dans plusieurs domaines d'activité. Cette diaspora veut contribuer au développement de la Côte d'Ivoire par des projets d'investissement. Toutefois, elle se pose plusieurs questions. Cette première édition de la journée de l'entrepreneuriat initiée par l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington est un cadre d'échange sur la création et la gestion d'une entreprise tant aux États-Unis qu'en Côte d'Ivoire. Dans le plan stratégique du CPC, la diaspora occupe une place très importante. C'est la raison pour laquelle une mission a été déléguée ici à Washington pour que nous puissions porter l'information à la diaspora que les opportunités d'investissement existent bel et bien en Côte d'Ivoire. Et nous avons établi certains mécanismes de pouvoir faciliter ces investissements-là au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons vu beaucoup d'engouement. Nous avons vu au sein de notre diaspora la volonté de rentrer et la volonté de pouvoir, bien évidemment, investir au pays dans plusieurs secteurs.
notamment dans l'immobilier et bien d'autres secteurs. Justement, l'immobilier a occupé une place de choix dans les panels. Combien d'Ivoiriens qui ont envoyé de l'argent au pays, qui n'ont pas pu avoir des terrains, qui se sont inscrits pour des projets immobiliers, qui n'ont pas pu avoir des maisons. À un certain moment, il faut qu'on s'asseye, qu'on réfléchisse ensemble. Quelles sont les meilleures approches, quels sont les mécanismes que nous mettons en place pour sécuriser les investissements des membres de la diaspora, pour sécuriser les financements qu'ils mobilisent pour pouvoir s'acheter des maisons en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur Ibrahima Touré entend très bientôt conduire une mission en Côte d'Ivoire des membres de la diaspora pour des séances de travail avec les autorités gouvernementales ainsi que des acteurs du secteur privé. L'idée étant de booster les investissements de la diaspora vivant aux États-Unis, mais également mettre en place un mécanisme sécurisé pour la facilitation à l'accès à la propriété immobilière. Voilà, et sur place ici en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier a entamé la phase d'indemnisation des personnes impactées par la construction de l'autoroute Grand Bassam à Sini. Les propriétaires des maisons démolies ont reçu leur chèque et ils ont réceptionné au total près de 150 millions de francs CFA. Ce dédommagement va s'étendre aux exploitants agricoles et autres catégories de personnes impactées. Mama Traoré. Ils sont 5 propriétaires de surfaces bâties concernés par cette phase de l'indemnisation des populations impactées par la construction de l'autoroute reliant la commune balnéaire de Grand Bassam à celle d'Assini Mafia. Valeur cumulée des chèques remis, environ 150 millions de francs CFA, un dénouement qui soulage. On a cassé ma maison là, il a pleuré. Mais aujourd'hui, il y a eu joie. Il y a eu quelque chose qu'on peut me donner là. Il y a eu qu'on a qu'à donner merci à Dieu. Chaque repas chercher l'autre télé pour faire quelque chose. Demain, mes enfants ne peuvent pas souffrir. Cette cérémonie montre que l'État a tenu ses engagements. Nous allons bénéficier d'un bel ouvrage, d'une autoroute entre Mondoukou et Assouindé qui va faciliter la vie, la circulation, la fluidité et qui va permettre aux Ivoiriens d'aller facilement à Sini, qui va permettre de développer la commune. Cette indemnisation qui débute matérialise le plan d'action de réinstallation des personnes impactées par la construction de l'autoroute Grand Bassam Assini Mafia. L'autorité compétente assure, personne ne sera laissé pour compte. Et le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a donné des instructions très fermes pour que dans le cadre de l'ensemble des projets qui sont réalisés sur le territoire, personne ne soit laissé. Les autres catégories, notamment les exploitations agricoles, les propriétaires d'activités commerciales et les propriétaires fonciers, la liste d'affichage est en cours au niveau donc de la préfecture d'Adiaké, la sous-préfecture d'Assini, la mairie d'Assini, ainsi que la préfecture de Grand Bassam. Mesurant 30 km de long sur 7 mètres de large, cette autoroute part du village de Mondoukou à Grand Bassam pour rallier le village d'Assouindé à Assini Mafia. Voilà, et notre voyage est aisé. On continue donc notre périple à l'intérieur du pays, précisément à Korogo, où se tient la 5e édition des Journées africaines de l'écologie et des changements climatiques. Ces journées visent à accentuer les actions pour une décentralisation de l'action climatique aux côtés des collectivités et communautés rurales. On en sait plus avec Soro Corona. 5e édition des JIFAC, Journée africaine de l'écologie et du changement climatique. Pour cette édition tenue dans la région du Poro, l'accent est mis sur la formation des jeunes aux emplois verts. 200 jeunes ont reçu des rudiments sur les métiers écologiques. Une initiative du ministère de l'Environnement et du Développement durable qui cadre avec l'année de la jeunesse décrétée par le chef de l'État. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a initié le programme jeunesse du gouvernement 2023-2025 qui vise à adresser la problématique de l'insertion socio-professionnelle des jeunes et de l'amélioration de leur employabilité. Ce qui cadre bien avec le thème de cette 5e édition des JIFAC, innovation écologique et opportunités d'emploi vert pour la jeunesse. Les JIFAC visent aussi à enclencher un processus dynamique de transition écologique durable dans les collectivités. La commune de Korogo va bénéficier du statut de ville verte. Les documents de l'opéralisation de ce projet sont remis aux autorités locales par le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Jean-Luc Assis annonce des bonnes nouvelles pour la mise en œuvre de ce projet. J'ai donc instruit
La direction de la coopération internationale et de la mobilisation des financements a le fait d'élaborer une stratégie ville verte pour la commune de Korogo. Et mieux, de rechercher les financements nécessaires pour sa mise en œuvre. Pour réduire la consommation de bois énergie et diminuer les expositions à la chaleur et au risque de maladies, des foyers écologiques sont distribués aux ménages. Le ministre Jean-Luc Assi avait à ses côtés le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly. Les JFAC 2023 prennent fin le 8 juillet prochain à Touba. Vous vous souvenez certainement, c'était le 18 janvier dernier, le Conseil des ministres a adopté l'institution d'une période de fermeture saisonnière annuelle des pêches marines à partir du 1er juillet. Et bien, au magazine du dimanche de ce 13h, Herman Guivet a reçu le colonel Kodjo Alain, conseiller technique du ministre des Ressources animales et halieutiques. Ils ont évoqué les conséquences de ces fermetures sur les activités de pêche. Je vous propose un extrait de leurs échanges. Les pêcheurs eux-mêmes ont proposé qu'il y ait fermeture. Et nous devrions démarrer les activités depuis l'année 2022. C'est eux qui ont demandé à ce que cette mesure soit différée au titre de l'année 2023. Et bien avant que nous soyons en 2023, les licences qui ont été délivrées par le ministère des Ressources halieutiques, avaient la mention interdite de pêcher à partir de juillet jusqu'à fin août, est bien mentionnée, est bien inscrite sur les licences qui sont détenues par les pêcheurs. Nous avons d'abord l'appui de la Marine nationale qui va déployer ses patrouilleurs pour assurer le respect de ces mesures. Également, pour ce qui concerne les navires qui pèsent sous juridiction de la Côte d'Ivoire, nous avons un moyen pour suivre les mouvements à l'aide d'un instrument qu'on appelle le VMS, qui est comme les GPS installés à bord des véhicules, qui permet de suivre leur position. Pendant cette période qui va de juillet à août, l'évaluation qui a été faite sur la base de nos statistiques, c'est 15 000 tonnes qui vont manquer au niveau des points de débarquement. Et en liaison avec les importateurs, nous avions demandé à ce que le marché soit suffisamment approvisionné. Et au-delà, nous avons pris des mesures pour ne pas qu'il y ait de surenchères. Les pêches sur les lagunes, les lacs continuent. Et un mois après, vous verrez que la pêche artisanale va reprendre, à savoir le 1er août. Et c'est le 1er septembre que la pêche industrielle reprendra. Le ministre des Transports, Amadou Koné, était face aux étudiants de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Ils ont évoqué plusieurs sujets comme la cohésion sociale, le développement. Le ministre Amadou Koné invite les étudiants à promouvoir les valeurs de paix et de fraternité, comme nous le rapporte Kader Sogodogo. Amphithéâtre KA du campus 1 de l'université Alassane Ouattara. Échange entre le ministre des Transports Amadou Koné et les étudiants de cette université à Bouaké. Une initiative du comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, ceux-ci. Heureux de recevoir le ministre Amadou Koné dans leurs locaux, les étudiants responsables d'associations et de clubs ont égrené leur chapelet de doléances, notamment l'obtention de bons de prise en charge pour le permis de conduire, la réduction des frais de la carte grise pour les étudiants qui possèdent des engins roulants, le renforcement des arrêts de bus autour des campus, la réhabilitation et l'éclairage des espaces universitaires. Les responsables d'étudiants ont également plaidé auprès du ministre Amadou Koné pour une action sociale en faveur des jeunes filles étudiantes. Aujourd'hui, c'est un privilège pour nous. Nous recevons aujourd'hui un ministre qui se déplace pour venir toucher du doigt leur réalité. Le ministre Amadou Koné félicite les étudiants pour la mobilisation et les exhorte à œuvrer au quotidien pour la consolidation de la paix, de l'unité et de la fraternité dans l'espace universitaire et partout à Bouaké. Il les invite à s'inscrire résolument dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara. L'université aujourd'hui est source d'opportunités. Une université peut changer complètement la vie de toute une région. Et moi, je travaillerai avec vous pour que l'université Alassane Ouattara soit source d'opportunités pour l'ensemble de Bouaké. C'est dans une ambiance conviviale qu'a pris fin cette rencontre à l'université Alassane Ouattara.
On a aussi parlé de paix dans le département de Thiébissou. Jano Aoussou Kouadio engage donc Molonou sur la voie du développement. Le président du Sénat vient de sillonner différentes localités de la région du Bélier pour sensibiliser justement les populations à s'engager sur la voie de la cohésion et de la paix pour un développement harmonieux de cette région. On en sait plus avec notre reporter Kader Segodogo. Place publique de Molonou, département de Thiébissou. Les 23 villages de ce canton Nanafoué accueillent le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio. L'hôte du jour multiplie les tournées dans la région du Bélier pour rassembler les populations autour d'un idéal commun, le développement. Paix et cohésion, fraternité et entente, les recettes sur lesquelles s'appuie Jano Aoussou Kouadio pour s'adresser à la sous-préfecture de Molonou. Des propos bien accueillis du reste. Des chefs de canton Nanafoué, des chefs de village, des chefs de tribu, pour remercier pour avoir bien voulu décider de leur rendre visite pour parler de développement, pour parler de transformation de nos villages par une politique utile et positive. Se départir des préjugés en saisissant les opportunités actuelles. Le président du Sénat y va à fond. Comment vous pouvez comprendre que dans une sous-préfecture comme Molonou, qui a plus de 20 ans, 30 ans, il n'y a pas d'eau courante? Comment peut-on comprendre que les hôpitaux, le centre de santé ici, il n'y a pas de matériel? Comment peut-on comprendre qu'on me dise que dans les écoles, il n'y a pas de tape-banc, dans les collèges, il n'y a pas de suffisamment de professeurs, chers parents? Je sais pour vous, parce que je veux le développement pour vous. Les cadres de Molonou, avec à leur tête Philippe Ndri, Lambert Kwame, sont tous dans la vision de Jano Aoussou Kouadio. Tous se sont engagés à l'accompagner pour une région du Bélier prospère. Voilà, et la paix fait le lit du développement, dit-on. On ouvre maintenant la page politique de ce 20h avec les responsables locaux du FPI et de la région de la Bagoué qui viennent de rencontrer le candidat du RHDP aux élections régionales. Ils ont réaffirmé le soutien des militants du Front populaire au ministre Bruno Nabagné-Koné, candidat du RHDP au régional dans la Bagoué. Chalta Touple, le reportage. Le Front populaire ivoirien concrétise dans la Bagoué son partenariat avec le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Les responsables locaux du FPI des localités de la région ont eu une rencontre avec le ministre Bruno Nabagné-Koné pour lui exprimer de vive voix leur disponibilité et celle de leurs militants à le soutenir pour la victoire au soir du 2 septembre 2023. Et nous sommes heureux qu'au-delà de cette alliance au niveau national, que cela se concrétise ici, aujourd'hui, concrètement. Je voudrais remercier mon jeune frère Diabaté Bey, qui a activement travaillé à la concrétisation de cette alliance ici au niveau de la Bagoué. Saluer tous les autres frères et sœurs qui sont autour de nous. Je pense que c'est un message très positif qui est envoyé à tous les autres cadres de la Bagoué. Pas seulement des autres partis, mais également aux cadres issus de mon propre parti. Nous souhaitons donc cette cohésion à tous les niveaux, cette entente à tous les niveaux, et que nous puissions travailler, comme je l'ai indiqué, main dans la main. Ici, il s'agit des élections locales. Les élections locales sont des élections de développement. Tous les cadres doivent se donner la main pour travailler de telle sorte que notre population puisse sortir de la pauvreté. Et c'est ce que le ministre disait tantôt. Le FPI s'inscrit dans cette logique. Et c'est pour cela que Pascal Affi-N'Guessan a compris, avec le président Alassane Ouattara, qu'il faut que, pour ces élections de développement, nous nous donnons la main dans le cadre de notre partenariat pour faire avancer notre pays et nos différentes régions. Diabaté Bey entend rencontrer les autres candidats du RHDP pour les municipales dans la région pour la même démarche, gage de la consolidation de l'alliance entre leurs deux partis. Et en sport, football, la SEC savoure sa victoire. La SEC Mimosa a remporté la 57e édition de la Coupe nationale après sa victoire 2-0 contre l'Académie de football Amadou Diallo, AFAD, et les buts sont signés Zouzou Franck Carlos et Kramos Aubin.
Nous en arrivons donc au dossier culturel de ce 20h consacré à la semaine africaine de l'UNESCO. Et cette fois, des arts et de la culture considérés comme l'un des piliers du développement du continent. À la maison de l'UNESCO à Paris, en France, l'Afrique était à l'honneur, sa richesse culturelle aussi. Les États africains ont été invités à promouvoir davantage cette culture et surtout à créer des opportunités d'emploi en misant sur les industries culturelles. Et Jeanne Toubé revient sur cette foi culturelle et ses retombées. La Côte d'Ivoire a la semaine de l'Afrique à l'UNESCO, une présence distinguée dans divers domaines de l'éducation, de la culture et de l'innovation technologique. Cette édition 2023 m'encourage à demander à nos autorités qu'on organise la semaine de la Côte d'Ivoire à l'UNESCO, parce que nous avons vraiment des talents dans les différents domaines. Patriotisme, solidarité et reconnaissance oblige. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Maurice Bodamoin, et l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO, Li Bakayoko Ramata, présentes en permanence aux côtés des exposants, sont allés réitérer l'admiration et le soutien de la Côte d'Ivoire pour l'engagement de ces derniers en faveur de l'illustration de l'art et de la culture de leur pays. Parmi les exposants, les artistes peintres Jacob Bleu et Alidia et 2 écrivaines. L'écriture renforce les liens entre les cultures et les civilisations. Nous sommes prêts à accompagner avec nos plumes cette intégration culturelle de l'Afrique. Aujourd'hui, ce par quoi on nous reconnaît davantage, c'est le sport et la culture. Donc à travers notre culture et nos arts, nous avons une très bonne représentation à l'étranger et cela est important pour nous. Pendant 5 jours, les locaux de l'UNESCO dans le 7e arrondissement à Paris se sont transformés en galerie des arts et de la culture d'Afrique. 5 jours d'opportunités, de rencontres et de découvertes durant lesquelles les créateurs des divers domaines de la culture et des arts et issus de divers pays, rivalisant de génie et de talent dans leurs secteurs respectifs, ont mis en lumière les offres du continent. C'est une très très belle initiative qui nous permet de découvrir la diversité riche de l'Afrique, de se retrouver, découvrir d'autres cultures, d'échanger sur les thèmes de développement en Afrique. Toutri, c'est une solution qui va permettre d'aller identifier, grâce à une intelligence artificielle, les difficultés et les troubles d'apprentissage de votre enfant. Aujourd'hui, nous sommes déployés en Côte d'Ivoire, nous sommes déployés au Cameroun. Il y a l'État angolais qui est prêt à travailler avec nous. L'innovation qui jaillit de la terre de la Côte d'Ivoire est bien plébiscitée en fait par d'autres pays. De la création de start-up à la mode, la peinture, la musique, la danse, la littérature et la gastronomie, des offres riches, diverses et variées. Chaque pays a présenté son art culinaire. Impressionnant le buffet géant qui a permis aux visiteurs de découvrir les différents mets d'Afrique, mais surtout les spécialités de chaque pays et toutes les similitudes insoupçonnées. Tous les Africains ils sont présentés pour les gens. Venez-vous, il faut manger, ça c'est le repas chez nous. On a bien profité. On dit merci les Africains. On va continuer, on va travailler, on va grandir. On a proposé la sauce de noix d'acajou accompagnée de la viande de pintade et le riz blanc. Et il y avait du poulet braisé et du poisson braisé de la tchéké. La tchéké est la loco de Côte d'Ivoire, la koumé et le gari du Togo ou encore le ngira de l'Éthiopie, savouré avec délectation par les visiteurs. Image gastronomique de l'intégration africaine pour laquelle l'UNESCO exprime son engagement à travers l'organisation de la semaine africaine. Les pays d'Afrique s'inscrivent dans cette dynamique et dans leurs pays respectifs, les ambassadeurs auprès de l'UNESCO mettent en exergue, je cite, la contribution des secteurs de la culture et des sciences, notamment les nouvelles technologies, dans la promotion des échanges entre les pays africains, particulièrement dans le domaine du commerce. La démarche qui s'effectue dans une synergie d'action demande l'engagement de tous les acteurs des domaines des arts et de la culture, eux-mêmes soutenus par leurs États respectifs, lesquels mènent en faveur de ces domaines une politique hardie. C'est par la culture que les pays affirment leur présence au monde. Même ici en France, l'industrie du spectacle vient avant l'industrie de l'aviation. Donc, nous avons là une matière première qui est tout à fait impérissable, inépuisable et qui peut permettre à la Côte d'Ivoire de rayonner. Aujourd'hui, la culture est considérée
comme un levier pour transformer l'Afrique. La ministre de la culture et de la francophonie est en train d'œuvrer pour développer cette industrie culturelle créative pour que la Côte d'Ivoire soit le hub de cette innovation. Donc nous, à l'UNESCO, nous allons apporter donc notre contribution à cette politique du président de la République en accompagnant Madame la ministre. La culture et les arts ont rompu avec cette vieille image, longtemps en vogue en Afrique, celle d'être considérée comme la 5e roue de la charrette. La Semaine de l'Afrique à l'UNESCO, par son succès, est un indicateur de changement de paradigme. À la tribune de l'UNESCO, Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, a révélé le projet de passage de la Côte d'Ivoire vers une industrie culturelle et créative. Voie d'accès au développement du pays et réelle opportunité d'emploi pour la jeunesse. Voilà, c'était le clap de fin de la semaine africaine à l'UNESCO à Paris et ses retombées. Dossier culturel signé pour vous, Eugène Atoubé. Les pèlerins ivoiriens entament dès cette nuit le cycle culturel du Hadj ou le grand pèlerinage à Mina, étape majeure du Hadj. Et bien avant cette étape qui ouvre la voie à d'autres, le commissariat du Hadj a organisé une rencontre avec toutes les commissions techniques pour préparer ce voyage spirituel et permettre ainsi un meilleur encadrement des pèlerins. Envoyé spécial en Arabie Saoudite, Abou Sanogo, Sissé Ibrahim. Rencontre d'échange et de partage entre le commissaire du Hadj, Bachir Ouattara, et les différentes commissions techniques sur les dispositions relatives au circuit culturel du Hadj ou le grand pèlerinage qui débute ce dimanche à Mina, situé à environ 8 km de la Mecque. Tout sera mis en œuvre pour permettre aux pèlerins ivoiriens de réussir leur moment de spiritualité. Nous avons échangé sur le plan d'action de chaque commission et des groupes concernant la prise en charge efficiente de nos pèlerins. Donc pour dire que toutes les commissions sont prêtes pour se mettre à la disposition de nos pèlerins et pour un encadrement vraiment efficient pour le Hajj 2023. Toutes les commissions techniques s'engagent à travailler de concert pour le bonheur des pèlerins. C'est un séminaire de préparation du circuit culturel où toutes les commissions ont exposé. Et nous, en tant que gestion départ-retour pour ce circuit culturel-là, nous intégrons la commission transport pour pouvoir en synergie travailler avec cette commission-là pour l'atteinte des objectifs et surtout pour la réussite du circuit culturel. Le séminaire nous a donné des orientations par rapport au rite du pèlerinage. Ça nous permet de consolider toutes les activités que nous allons passer pendant le circuit culturel. Le commissaire du Hadj invite les pèlerins au respect des consignes. Que vraiment les pèlerins soient des responsables, qu'ils respectent les consignes des encadreurs. Ça fait partie aussi des rites, parce que si vous respectez ces consignes-là, ça va vous aider à accomplir le pèlerinage. Les pèlerins ivoiriens quittent la Mecque ce dimanche nuit pour Mina. Ils se rendront par la suite à Arafat et à Muzdalifa. Les Sierra-Léonais sont dans l'attente des résultats des élections législatives municipales et présidentielles tenues hier samedi. Le président sortant, Julius Maada Bio, brigue un second mandat face à Samora Camara du parti d'opposition Congrès de tout le peuple. Et notez que ces élections sont suivies par nos envoyés spéciaux en Sierra Leone, Sidonie Davila et Fernand Conan. Et je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Le résumé de l'actualité internationale de la semaine est signé Jean Magagi. Après la rencontre entre le Bénin au Sénégal, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, 2 personnes ont perdu la vie dans une bousculade. Selon des sources policières, 10 autres ont été blessés. Le procureur de la République, Jules Aoga, a déclaré l'ouverture d'une enquête afin de déterminer la cause de ce drame. Le chancelier Olaf Scholz a reçu le premier ministre chinois Li Qiang pour des entretiens en plein réajustement diplomatique envers la Chine. Le responsable chinois nommé en mars a choisi l'Allemagne pour sa première visite officielle à l'étranger.
À 3 jours des élections législatives, municipales et présidentielles, des médiateurs essaient de faire retomber les tensions. Ils ont invité les différents acteurs politiques au dialogue, alors que l'un des partis d'opposition brandit la menace d'une manifestation. La police chinoise a arrêté 4 personnes en lien avec l'explosion qui a tué au moins 31 personnes dans un restaurant du nord-ouest de la Chine. L'explosion, qui a également fait 7 blessés, avait été provoquée par une fuite de gaz de pétrole liquéfié, selon les autorités chinoises. Une embarcation de migrants a fait naufrage au large de l'île italienne de Lampedusa, faisant une quarantaine de disparus. Le bateau parti de Sfax, en Tunisie, transportait 46 migrants en provenance des pays d'Afrique subsaharienne, dont la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Cameroun. Le chef du groupe paramilitaire Wagner a appelé samedi ses troupes à stopper leur marche vers Moscou. Ces troupes s'étaient approchées à moins de 400 km de la capitale, après avoir notamment revendiqué la prise du quartier général de l'armée russe à Rostov. Le parti de droite de l'ancien Premier ministre est en tête des élections législatives de ce dimanche en Grèce. Selon des sondages publiés à la fermeture des bureaux de vote, la Nouvelle Démocratie ND au pouvoir de 2019 à la fin mai remporterait entre 40% et 44% des voix devant le parti de gauche qui obtiendrait entre 16,1% et 19,1% des suffrages. Voilà, ainsi va le monde en cette semaine. Merci de nous avoir suivis. L'actualité revient à 23h sur RTI 1. Demain, 20h, prenez rendez-vous avec Fatou Fofana. Moi, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous et de vos proches.